Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Christine Giria, 33 clés pour s'émerveiller. Comment certaines clés scientifiques peuvent transformer avec joie notre vision du monde et notre potentiel de guérison. Édition Nouvelle Terre. Bonjour Christine. Bonjour, enchantée et merci. Ouais, édition Nouvelle Terre. Oui. Et en tout cas, je suis ravie de pouvoir partager au grand public des notions scientifiques qui ne sont pas évidentes à comprendre et que j'ai du temps à réécrire pour créer des choses qui deviennent simples, en fait, plus simples. Et plus j'ai commencé à chercher des notions qui nous font du bien, parce que c'était juste pendant la pandémie, pendant tout ce qu'on vit, c'est tellement lourd, tout ce qu'on vit actuellement, avec toutes les informations, que j'avais envie de remettre, comme les 33 vertèbres, 33 clés comme les 33 vertèbres, remettre un axe au niveau de l'humain, de l'humanité, un axe qui fait du bien, un axe de lumière. Et plus j'ai commencé à chercher des choses qui nous font du bien, et puis en fait j'ai commencé à comprendre plein de choses, parce que j'étais déjà dans des recherches auparavant, dans le tissu conjonctif au niveau de l'ostéopathie. Oui. On a, grâce à un professeur qui s'appelle Graham Berto, on avait compris qu'en fait le tissu le plus grand du corps humain, c'était l'interstitium, comme l'internet des corps, et qu'en fait il y avait des fractales dedans. Donc déjà ça m'a mis la puce à l'oreille que en fait notre corps était pas que physique, biochimique, mais peut-être quantique. Et là, avec la découverte et la compréhension des biophotons de Fritz Abel Pop, j'ai vraiment compris qu'en fait, l'information dans notre corps humain se transmet par la lumière. Parce que oui. Tu démarres fort là, hein. Oui. Donc on précise que tu es ostéopathe. Donc cet interstitium, comment tu dis L'interstitium, en 2018, on a réalisé que c'était l'organe le plus grand du corps humain. Oui, mais il est où? Et en fait, il prend tout le thorax en fait. Et donc il y a une continuité avec tous les fascias. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment l'internet des corps, comme on appelle ça. Il est derrière la peau, il est où? Oui, il est. En fait, il y a une continuité entre la peau, le tissu, le fascia, l'os. Tout a une continuité. Il n'y a pas de séparation en fait. D'accord, donc c'est interstitium. Voilà, donc c'est une des choses qui était intéressante, nous, pour les ostéopathes, en fait, pour comprendre les systèmes. Et puis là, dans le livre, je mets quand même... je parle d'abord du système immunitaire, qui nous font du bien. Je parle de la nature aussi, le fait que quand on va dans la nature, on partage nos microbiotes avec les arbres, et ça nous fait une hormone de bonheur, la sérotonine. Donc c'était pour s'émerveiller en fait de la nature, de plein de choses dans la vie qui sont juste incroyables et qui nous font énormément de bien, et comme quoi on a un potentiel immense en fait. Et donc quand on s'émerveille par rapport à toutes ces petites choses, on reprend espoir, on prend le bonheur dans la vie en fait. Donc tu décides d'écrire ces 33 clés pour s'émerveiller. Oui. Ça fait du bien. En dehors de... Donc tu parles beaucoup de l'ADN. Hein. Oui, je parle de l'ADN en fait parce que comme tout le monde, on a appris 1,87% de l'ADN au niveau génétique, mais on n'a jamais parlé du vrai rôle de l'ADN, qui sont quand même les 98,3% quand même du potentiel de l'ADN que personne ne parle. C'est quand même énorme. Tu nous en parles, toi? Donc, non, mais je veux dire, voilà. Oui, j'en parle dans le livre. Parce que je sais qu'Orion Claude a parlé, elle a fait un livre sur l'ADN messager, mais c'est les 1,87% de l'ADN, tout ça, en fait. Alors, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est énorme. C'est de la lumière. Le reste, c'est énorme. C'est effectivement, moi, j'appelle ça l'alchimiste moléculaire. C'est la pierre philosophale. En fait, c'est l'ADN a la capacité... Donc, elle a la capacité d'être flexible, d'être un capteur, en fait, comme un cristal. Et donc, il est flexible, il va toujours s'adapter. Donc, l'ADN est dans toutes les cellules. Il va s'adapter par rapport à l'environnement pour toujours créer de l'homéostasie et donc de nous, on va dire, pas transformer, mais de nous adapter par rapport aux évolutions de ce qui se passe sans arrêt. Et cette évolution, on va le transmettre à nos enfants, à nos gènes. Mais vraiment, cette ADN, elle est capable, grâce donc
donc de communiquer donc avec les biophotons qui sont en nous. Donc je vais expliquer tout à l'heure ce qu'est les biophotons. Et elle est capable donc de capter notre champ électromagnétique, parce qu'on n'est pas que biologique mais bioélectrique. Donc quand on commence à comprendre ça, on commence à comprendre le quantique. Et ça devient plus simple. Mais effectivement, on n'est pas que biologique, on est bioélectrique. Et donc cet ADN, elle va capter l'information à l'extérieur de nous, même au niveau universel très loin. Elle est capable de capter la lumière, en fait, et de la source, finalement, elle est en nous, et de la retranscrire en nous par son langage propre. Voilà. Alors, je ne l'ai pas forcément mis, mais je l'ai compris, forcément mis dans le livre, mais en tout cas, elle est là pour nous transformer, transmuter, en fait. On est là pour transmuter la matière, pour ascensionner, et donc l'ADN en fait partie. Oui, et puis l'importance autour de ce que l'on pense, de nos pensées, c'est-à-dire qu'on est capable, nous, de changer l'ADN par nos pensées. C'est-à-dire que l'ADN on a réalisé qu'avec des paroles douces, avec l'apaisement, avec la méditation, et ben l'ADN, justement, elle change, en fait. Et donc, on la transforme par l'ADN. Et en fait, l'ADN a la capacité de raligner aussi les biophotons. Et donc, c'est la lumière qui est autour de nous, qui nous aide dans notre système immunitaire, mais à communiquer. En fait, là, on ne comprend pas tout si je parle comme ça. Donc, je vais parler des biophotons. Qu'est-ce que c'est les biophotons ? Je crois que c'est le plus important. C'est une des choses qui sont aussi importantes, on va dire. Et donc, les biophotons, c'est des petites particules de lumière qui sont émises dès qu'il y a une communication biocellulaire dans le corps. Même le cœur, on va dire, il a les battements cardiaques, ça se fait par des signaux électriques. Le cerveau, avec le potentiel d'action, quand les neurones en fait communiquent entre eux, il y a des signaux électriques, et ces signaux électriques, même les échanges au niveau que ce soit les microzymas ou que ce soit les mitochondries, ça crée en fait de l'énergie, donc une énergie de vitalité qui crée ces biophotons. Et ces biophotons, du coup, elles sont émises par cette vitalité, ces échanges d'énergie vitale entre électricité, biochimie, et c'est tout autour de nous. Du coup, ça fait un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique communique entre eux. C'est ce que nous fait notre intuition, parce que ces biophotons, c'est de l'information lumineuse, et qui permet la formation de la communication biocellulaire et la communication même au niveau neuronal. Donc c'est grâce à la lumière qu'il y a la communication possible. Et comme ça se communique entre elles, et donc avec même l'ADN, c'est vraiment en symbiose avec l'ADN, c'est intriqué avec l'ADN, donc on est vraiment dans le quantique, et donc c'est à l'écoute de l'information extérieure, du champ extérieur, donc ça capte l'information extérieure. Du coup, c'est ce qui permet l'intuition, c'est ce qu'on appelle l'intuition, puisque ça va plus vite, aussi vite que la lumière, et que le cerveau n'a pas encore intégré parce qu'il est plus lent. Donc voilà, l'intuition, c'est ça. Oui, la pensée va plus vite que la lumière. Alors la pensée par les biophotons va aussi vite que la lumière, et même plus vite que la lumière, effectivement. Si je regarde une étoile qui est dans le ciel, je mets moins de temps pour la regarder qu'elle pour venir jusqu'à nous. Alors, ADN, ARN messager. Alors, en fait... Parce que on nous crée des ARN messagers, c'est-à-dire des choses qui sont soi-disant capables de devenir des messagers dans notre corps. Alors, moi, j'y crois pas, tout ça. Pardon. Est-ce que c'est pas plutôt dangereux de... Non, mais non, moi, je pense qu'il y a... Je pense que c'est un leurre. Moi, je vois la capacité du corps humain. Il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. On n'a pas besoin de tout ça. On a un potentiel immense, même par rapport à l'IA. L'IA va très vite, mais notre pensée va très vite. Donc si on se relie à notre cœur, en fait, on a l'information, on peut être télépathe, là, je commence à comprendre, en fait, des moines tibétains qui ont une capacité, ça s'appelle le Tumkham. Et en fait, cette capacité à méditer tellement profondément qu'on a l'impression qu'ils sont morts, d'ailleurs. Et en fait, ils ne se dégénèrent pas.
C'est comme les saints, en fait, quand ils meurent, leur corps ne se dégénère pas. Donc il y a une capacité incroyable, en fait, du corps humain d'avoir des capacités inouïes, mais on les a jamais explorées. Parce que quand c'est pas dans notre conscience, ça n'existe pas pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas la connaissance, donc on ne sait pas. Et en fait, on a des capacités incroyables. Et donc l'IA va très vite, c'est vrai, mais c'est qu'un support pour l'humain et pas l'inverse. Oui, puis l'IA, c'est quand même toi qui lui donne l'information de ce que tu cherches. Exactement. Elle ne cherche pas toute seule. Voilà, donc exactement. Il est au service de l'humain, c'est comme le mental qui doit être au service du cœur et de l'humain, et pas l'inverse. C'est pareil. Ok, tu as fait une NDE. Oui, j'ai fait une NDE, et là je commence à comprendre, le quantique, que la NDE c'est exactement comme le quantique. C'est-à-dire que l'esprit, quand tu penses à quelque chose, paf, c'est rapide. Oui, tu es dans la connaissance pure. Voilà. Tu te poses plus de questions. Exactement. Et donc, et le quantique, il y a les intrications, ça va très vite, c'est pareil. Alors, tu as un chapitre justement, si tu veux en parler de cette NDE. Ah, oui. C'est vrai que j'en ai parlé souvent, mais cette NDE, c'est vrai que ça a été assez... En fait, j'étais dans... Quand c'est arrivé, en fait, le passage où je suis partie de l'autre côté, j'étais dans une boule de lumière, en fait, et j'étais baignée par l'amour, en fait, par un champ informationnel d'amour. T'étais où au départ? Dans ta chambre? Oui, j'étais dans ma chambre, en fait. T'étais assise dans ta chambre? J'étais debout. T'étais debout, oui. J'étais debout dans ma chambre, j'étais en colère contre Dieu. T'étais en colère contre Dieu, contre et t'as été projetée. Et un vent, en fait, s'est engouffré dans ma chambre et tourné autour de moi comme un vortex. Du vent. C'est du vent. Ouais. Ouais, le vent de l'extérieur. Qui est rentré dans la chambre, qui m'a propulsée comme un vortex, qui m'a propulsée. Et là, je me suis décorporée, en fait. Voilà. Ça, c'est parti comme ça. Donc, je ne savais pas si c'était la mort, pas la mort. Mais... tu t'es posé la question, quand même. En fait, quand... C'était douloureux? Non, au départ, c'était pas douloureux, mais c'est comme s'il y avait des présences qui me montraient toute ma vie, en fait. Et moi, je voulais vraiment partir, j'avais du colère incroyable. Et en fait, quand j'ai commencé à... c'est comme si je savais où ils étaient en accord, il y avait un accord, et je sentais que j'allais partir, vraiment, là j'ai eu peur. J'étais vraiment dans la peur de ne pas savoir où je vais aller, dans l'inconnu en fait. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'inconnu? Personne n'en parle. Qu'est-ce que c'est la mort? Personne n'en parle. Donc il y avait vraiment la peur de cet inconnu. Oui, donc tu es projeté hors de ton corps. Ouais. Tu vois ton corps en bas? Ouais, je vois mon corps. Et là, je vois qu'effectivement, il y a un corps inerte et moi, je me vois... Et c'est ton corps? Ouais. Mais et t'as pas envie de retourner dedans? Non, en fait, c'est... voilà, c'était... je voyais pas très belle d'ailleurs. D'accord. Et tu te vois en entier? Oui. Donc tu te vois et tu restes à peu près au plafond, je veux dire... Non, en fait, il y a eu tout un processus où en fait j'étais vraiment le processus où j'ai eu vraiment une peur d'aller en enfer, pas en enfer avec toutes mes croyances. Donc j'avais une peur avec mes croyances, ma limitation. Parce que tu t'es dit que tu étais morte? Ouais, là, quand à un moment donné, là, je commençais à transpercer le plafond, j'avais peur de ce qu'il y avait de l'autre côté. Et là, oui, là, je me sentais plus reliée au corps, quoi. Et alors? À ce moment-là. Et alors, j'ai commencé à prier, avoir une intention de prière. Et quand j'ai eu une intention demande d'aide, je me suis retrouvée dans une bulle de lumière. Lumineuse, flexible autour de moi. Et là, elle m'a emmenée, mais à la vitesse de la lumière, elle m'a emmenée très très loin. En dehors de la Terre. Et donc là, tu as visité d'autres mondes? Et alors, je sais que je suis partie très loin. Je sais qu'il y a un champ qui me revient pas actuellement. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai des connaissances qui viendront plus tard. Mais tout ce que je me rappelle, c'est quand je suis revenue sur Terre et que je suis revenue... où j'ai vu des paysages magnifiques. Comme de la terre? Oui. Donc j'étais dans un versant de montagne où je voyais des gens qui marchaient.
Et je me rappelle très bien que le reste de colère que j'avais s'est muté, était transformé en amour. Et j'ai pu envoyer tout cet amour à ces gens et ça m'avait fait un bien fou, quoi. De transmettre l'amour, ça m'a fait un bien fou. Comme quoi, c'est que de l'amour. Faut le vivre, faut le vivre, faut le croire. Mais ouais, l'amour, ça m'a fait du bien. Donc ta bulle, elle redescend et donc tu redescends dans ton corps. Et non, là, je pense que j'ai une communication. Enfin, je ressens des présences, mais j'en ai pas conscience encore totalement, en fait. C'est comme si j'avais un téléchargement de plein de choses, mais que j'en ai pas encore conscience. Et effectivement, je me retrouve tout d'un coup projetée dans la chambre, dans un coin de la chambre, et c'est comme si on m'incitait à revenir dans mon corps. Et là, il y a un homme. Et là, j'ai fait berk. Et là, il y a un homme. Je te dis qu'il y a un homme qui te parle. Au départ, pas tout de suite. Là, j'étais baignée dans un tel amour. Enfin, je ressentais un amour de dingue qui était tellement magnifique. Et là, du coup, rentrer dans ce corps, c'était pas possible pour moi. Je ne savais même pas comment faire. Et pour moi, j'avais ce champ de conscience qui était immense. Donc, bah ouais, c'était non, quoi. J'ai fait non. Donc, t'as dit oui. J'ai dit non. T'as dit non. J'ai dit non. Et après Et là, j'ai sursauté parce que là, j'ai vu que j'étais pas seule et qu'il y avait effectivement un homme qui était là, bienveillant, quoi, et souriant. Et qui se moquait de toi. Il se moquait pas de moi parce qu'il avait un sourire d'amour immense, quoi. Donc en fait, non, il y avait une bienveillance incroyable, quoi. Donc moi, j'avais peur. C'est moi qui avais encore peur. J'étais pas. T'avais peur de mourir, après t'avais peur de vivre. Mais j'avais peur de cet être bienveillant qui était devant moi, parce que tout ça, c'était de l'inconnu, quoi. Ouais. Donc j'ai sursauté. Je me rappelle, tiens, même morte, je sursaute, quoi. Et alors, il m'a transpercée, quoi, et j'ai pas eu le temps de faire ouf. Et je me suis retombée dans mon corps, en fait. Il t'a transpercée. De regard. D'accord. Et du regard, mais bien rentré dedans. Et donc, t'es rentrée par quelle partie du corps? En fait, ça a été tellement rapide que je me suis retrouvée dans mon corps, j'ai tremblé de partout. Et après, mon chant... T'as tremblé de partout? Ah ouais, j'ai tremblé de partout. Ouais. Je tremblais, ouais. Et après, je voyais je voyais tout, quoi. J'avais tout qui était ouvert. Les gens, à l'époque, parce que comme j'étais mal dans ma peau... Et j'étais encore dans les réflexes de défense. Quelqu'un m'envoyait quelque chose de négatif. Je me dis, il m'aime pas, donc je l'aime pas. Enfin, c'était des trucs un peu ridicules, quoi. Mais c'était une protection. On est souvent des réflexes quand on n'est pas bien. Et t'avais quel âge à peu près? 19 ans. Et là, j'étais dans un tel amour que j'avais tout oublié. Je disais, je sais plus s'il y avait des gens qui m'aiment pas ou m'aimaient. Enfin, vous voyez, j'aimais tout le monde, quoi. J'aimais tout le monde. J'avais un amour en moi qui était incroyable. Et donc j'ai commencé, comme j'étais dans un centre, en fait, parce que ma mère m'avait mis dans un centre, j'étais dans un centre parce que j'étais anorexique à l'époque, et pourtant j'avais pas un poids, j'avais augmenté, donc je sais que j'aurais pas dû mourir, j'avais un poids qui avait augmenté, j'avais rien pour partir, en fait. Mais c'est vrai qu'en tant qu'anorexique, ça me donnait un pouvoir de partir quand je voulais, s'il y avait des choses qui me correspondaient pas. C'était pas bien ce que je faisais, mais c'était une manière de me sentir libre à l'époque, parce que je me sentais pas libre, en fait. Et oui, donc t'en parles ou t'en parles pas de ce qui t'est arrivé? En fait, quand je suis revenue, j'ai commencé à être Saint-Bernard, quoi. J'ai commencé à aider plein de gens, quoi. Mais t'en parlais pas de ce que t'avais vécu? Non, parce que je me dis que déjà, qu'on va m'enfermer, quoi. Ben oui. Donc quand je voyais un psy, je parlais pas, mais je voyais tout ce qui se passait chez lui, comment il se disputait avec sa femme, s'il avait des enfants, je voyais tout. Je voyais tout, mais je restais silencieuse, voilà. Je voyais ses pensées, je voyais ce qu'il pensait de moi. Tu voyais ou t'entendais? J'entendais, je voyais. Moi, je vois vraiment le champ holographique. Je vois les images, je vois même des choses qui vont arriver avant que ça arrive. C'est-à-dire que c'était peut-être quelques secondes avant que ça arrive. Donc le champ, on va dire, de l'invisible qui sous-tend le visible. Les formes pensées, donc c'était très fort à l'époque, et c'est pour ça que j'avais besoin d'être ostéopathe, parce que je sais qu'à l'époque, quand j'étais donc anorexique, ma mère avait tellement peur qu'elle était persuadée que j'allais me suicider, alors que c'était pas mon truc à l'époque, mais du coup ça m'a mis un bout. C'est peut-être pour ça que je suis partie, où j'ai eu cette colère.
Mais je sais qu'à un moment donné, je prenais des 35-50, 3 fois par jour. Et Je sais même pas s'il existe encore. ah non, mais c'était bien avant, donc c'était 6 mois avant que ça m'arrive, cet accident où j'avais tout arrêté, ou plus d'1 an. Mais effectivement, c'était horrible parce que en fait, je voyais que quand j'étais à la cantine et que j'étais amorphe avec ces médicaments et je répondais 10 minutes après qu'on me posait une question. Et les gens se moquaient de moi, quoi. En fait, les gens se moquaient de moi parce que je répondais 10 minutes plus tard. Peut-être pas 10 minutes, mais enfin... Non, mais 10 minutes, au moins 10 minutes... et donc ils se moquaient de moi parce que j'étais au ralenti, quoi. J'étais très très lente à cause de tout ça et donc j'ai commencé à les jeter discretos. En fait, j'avais un esprit très fort et j'ai commencé à les jeter dans les toilettes discretos, quoi. Donc tu en parles à personne et donc c'est à ce moment-là que tu te dis que tu vas prendre un métier où tu touches les gens. Et là, effectivement, quand l'événement est arrivé, je commence à aider plein de jeunes qui arrivent, donc des cancéreux. Je commence on a même des fous rires à la cantine, et donc c'est génial parce que je commence à aider plein de gens. Dans ton école? Non, c'est pas une école, c'était donc dans cet internat. Et donc je deviens vraiment Saint-Bernard, quoi. Et je commence à comprendre des gens qui sont bloqués au niveau psychique ou je commence à voir leur processus. En fait, c'était une belle école d'apprentissage, en fait. Oui, mais au départ, c'était pas une école pour ça. Non, pour ça, non. Mais ça m'a appris énormément sur l'être humain, parce que du coup, j'avais un autre regard. Et puis, puis après, ça m'a pareil, quand j'ai commencé l'école d'ostéopathie, c'était génial parce que au départ j'étais, c'est comme si la terre je la connaissais pas, j'étais d'une novice incroyable. J'entendais en fait dans la nuit mon arrière-grand-père me parler et c'est lui qui voulait que je fasse ostéopathe, en fait. Qu'est-ce qu'il avait fait dans la vie, lui? Lui, en fait, je sais pas trop ce qu'il faisait, mais je sais que c'était quelqu'un qui était quelqu'un de bien, qui connaissait de l'homéopathie, qui aimait traiter les gens aussi. Et en fait, j'avais pas mal d'informations la nuit, je rêvais de lui. Quand je sortais du corps et que je voyageais, j'avais des petites discussions avec mon arrière-grand-père maternel. Voilà. Et donc je sais que c'est lui qui a voulu que je fasse de l'ostéopathie. Et quand je suis rentrée dans l'école d'ostéopathie, je savais pas du tout ce que j'allais découvrir, quoi. Je savais pas du tout ce qu'on allait faire, je savais pas du tout. Et en fait, ça a été ça a été une découverte, un apprentissage, en fait. T'as fait laquelle, celle de Sergi ou Saint-Ouen? Ostéobio à Cachan, la plus stricte, la plus dure, mais en même temps, comme mes champs d'information étaient tellement ouverts, je voyais tellement de choses, j'avais besoin d'une école très structurée, en fait. Donc tu fais l'ostéo, t'en sors à quel âge, l'ostéo? J'en ressors, 28. je sais plus à quel âge. En fait, tout le déclic, c'est en 96 où je commence à remplacer des ostéopathes. Et là, t'as quel âge en 96? Je sais plus quel âge j'ai en 96. 26 ans, peut-être. Bon, j'étais en 4e année. Et t'es sortie à 28 ans? Ouais. Ouais, c'est ça. Normal, c'est Saturne qui passe. Ouais, exact. En 96, tu commences... je commence à remplacer des ostéopathes. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que la première année d'ostéopathie, je suis tombée malade. Je suis tombée malade parce que en fait, quand on faisait parce que comme c'était une école pour les sportifs de haut niveau, on faisait du secourisme. Donc secourisme, pas de souci. Mais le jour, en fait, il y a eu un jour, on a fait du secourisme, on parlait des maladies, des symptômes internes. Et là, je suis tombée malade, j'ai eu un choc. C'est comme si je m'étais cramée de l'intérieur, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai compris plus tard que ma grand-mère était morte d'un accident de voiture et qu'on n'avait pas vu sa blessure interne. Et que ça devait être le même jour où elle était morte, c'est quand même énorme. Et que du coup, moi, je suis restée 1 an... C'est les hémorragies internes. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, je suis restée 1 an d'études sabbatiques, on va dire, parce que j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à penser. Ma mère, alors là,
Là, elle s'est dit, c'est fini, la médecine ne comprend rien, plus rien peut rien faire pour elle. Donc, elle était dans tous ces états parce qu'elle ne savait pas quoi faire de moi et elle avait très peur, ça c'est certain. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré des guérisseurs, puisque la médecine ne pouvait rien pour moi. Et j'ai rencontré des guérisseurs. Et quand c'est ta mère qui les a cherchés? Non. Ah non, elle ne croyait pas en tout ça. Elle est médecine cartésienne. Alors, tu as rencontré qui au départ? Alors, j'ai rencontré Martin Brofman. Ah oui, carrément. Et mais il n'est pas un Français, lui, tu as été le chercher chez lui? Non, il est américain, mais il était en France à ce moment-là. Et du coup, la manière dont il parle de la guérison, ça me semble... ça m'est fluide. Simple, fluide pour moi. C'est comme si c'était mon langage. Et du coup, je fais ces stages, je m'auto-guéris et je commence l'école d'ostéopathie à nouveau en parallèle en commençant l'école de la guérison. C'est quand même énorme, ça. Il n'en fait plus des stages en France, lui. Non, il est mort, en fait, Martin. Ouais. Quand même. Il était âgé. Et donc, tu t'auto-guéris? Ouais, par la compréhension effectivement, de la guérison. Ouais. On peut résumer en bref sa méthode à lui, c'est la méthode corps-miroir, avec effectivement les couleurs qui correspondent aux chakras. Donc, les chakras donc c'est notre système endocrinien, c'est en fait les auras finalement, c'est les biophotons finalement, tout ça, donc finalement tout s'intrigue, tout est cohérent. Et en fait, en écoutant le corps, ses émotions, son ressenti, eh bien, on permet au corps de parler, de ressentir les choses, et on va avoir une intention avec les couleurs de remettre, on va dire, l'harmonie dans le corps. Voilà. À condition d'avoir trouvé aussi où était le problème, non? En tout cas, quand on perçoit, c'est assez facile. Mais c'est déjà une écoute, et je pense que quand on écoute quelqu'un qui est en souffrance, c'est déjà énorme, parce qu'on est dans une société où on ne s'écoute pas vraiment, tout va vite, on ne sait plus écouter son corps, on ne sait plus écouter l'autre. Donc déjà, j'ai trouvé ça beau de voir en fait des gens qui avaient de telles souffrances, et qui pouvaient exprimer leur souffrance, et qui pouvaient partager un échange pour croire en leur capacité, à leur potentialité. J'ai trouvé ça énorme. Et je trouve ça beau. Donc, ce Martin Hoffman, après tu finis mes études et tu te lances. Voilà, et donc mes études, en fait, moi je voulais comprendre le corps humain. Donc mes études, je kiffais pour comprendre les mécanismes du corps humain. Parce qu'une fois qu'on a des perceptions énormes, une fois qu'on comprend les énergies, moi j'avais toujours peur de me perdre d'une certaine manière. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc comprendre avec la médecine, avec la compréhension de directeur de CNRS que j'ai rencontré plus tard, la compréhension des choses, c'est-à-dire que le corps, c'est les perceptions. Et en fait, du coup, quand tu as la connaissance scientifique, tu te perds moins et tu es plus précis. Tu focalises plus facilement en fait sur la douleur, sur le symptôme. Est-ce que c'est le muscle qui a mal? Est-ce que c'est le dermatome? Est-ce que ça vient du nerf? Donc pour moi, l'ostéopathie, ça a été vraiment une source de connaissances qui m'a permis d'asseoir en fait les perceptions que j'avais et d'être plus précise et d'avancer à ce niveau-là. C'est bien. Dans ton livre, là, tu nous parles d'Anita Morjani. Oui, je parle de guérisseurs qui ont fait des guérisons miraculeuses, donc comme Martin Brofman, comme Morjani. Donc, Morjani, elle s'est guérie d'un cancer en stade terminal. Terminal, mais pareil pour Martin Brofman, il s'est guéri d'un cancer en stade terminal. Et pareil pour Norman Cousin, que j'en parle dans mon livre, par le rire. Lui, il s'est guéri par le rire. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc si des gens en stade terminal de cancer arrivent à se guérir, c'est qu'on a un potentiel en nous. Oui, mais Morgina, elle n'a pas cherché à se guérir, elle a fait une NDE. Oui. Et c'est sa NDE qui l'a soignée. Oui, c'est ses guides au niveau de la NDE qui l'ont communiqué, en fait, si elle voulait rester ou pas, et qui l'ont guéri. Et Martin, ça a été aussi, lui, une prise de conscience, par exemple. Et Norman Cousin, lui, ça a été vraiment
comme plus personne pouvait rien faire pour lui, donc on lui a dit de rester chez lui, il allait mourir chez lui, il s'est mis des cassettes comiques et il a lâché prise par rapport à la mort à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qui l'a guéri. C'est le lâcher prise en fait. C'est le fameux lâcher prise. Chez les bouddhistes aussi, il faut tout lâcher. Voilà, le lâcher prise parce que donc pour moi j'en parle dans le livre, je parle des clés pour aller à l'éveil. Et donc la première c'est la présence. La présence déjà, parce que j'ai eu la chance de canaliser Sri Ramana Maharshi. Donc la présence, c'est très important d'être là, présent à ce qu'on fait, à être vraiment authentique. Et après, on a le détachement qui est important, parce que souvent quand on a mal, c'est parce qu'il y a une souffrance, parce qu'on n'a pas accepté quelque chose, parce qu'on est attaché à quelque chose qui nous fait encore souffrir. Peut-être le fameux triangle de Karpman, on veut être sauveur, bourreau, victime, on a un besoin d'être reconnu par les hommes, par les autres pour être aimé, ou on est dans le conditionnement d'amour, et donc on n'a pas compris qu'il faut s'extriper de tout ça pour être dans l'amour authentique, mais c'est pas facile, hein, c'est un travail sur soi en fait. Donc le détachement, c'est important. Et après, il y a l'acceptation. Et après, il y a plus on y va, et après, vraiment, c'est la compassion et le contentement. Ah oui, la gratitude. Ouais, gratitude, qui va avec, comme l'acceptation, le pardon. Il y a le pardon qui va avec aussi. Oui, le pardon, c'est pas surtout, c'est le pire. Le pardon à soi. Déjà. Voilà, c'est se pardonner à soi-même. Le pardon à soi. C'est très difficile. La seule fois où je me suis vraiment, comment ça s'appelle, confessée à un prêtre, il me dit Dieu vous pardonne, etc. Et moi, j'étais en train de pleurer. Et il me dit mais vous prenez pour qui ? Il me dit, lui, il vous pardonne et vous pardonnez pas à vous. Et j'ai trouvé ça génial. Bah oui, c'est clair. Mais c'est très difficile. Parce qu'on a un ego incroyable. Et du coup, moi, j'avais peur aussi parce que j'ai rencontré des gens dans la spiritualité où ils ont un ego spirituel. Et puis parfois, on peut avoir aussi un ego. Parce que ça peut arriver chez chacun d'entre nous. Et c'est le plus dur, c'est lâcher l'ego. C'est lui qui fait souffrir, en fait. Mais quand l'ego se lâche prise et qu'on va vraiment dans le cœur, bah là, ça y est, le cœur est immense. Oui, mais enfin, il y a des choses qu'on a faites qui sont difficilement... Mais parce que l'ego a peur de mourir, en fait. Et donc, il lutte. Mais une fois que symboliquement il meurt, c'est-à-dire qu'il est plus supérieur au cœur, eh bien, il est au service, et là, il y a la beauté qui arrive, en fait. Et le cœur se régénère, et le corps, et on augmente nos télomères, et voilà. Alors, ces télomères, qu'est-ce qu'on fait pour les augmenter ? On change de vie déjà Déjà, de toute façon, dans la vie, il faut s'écouter. Quand il y a quelque chose, un obstacle, quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas être têtu. À un moment donné, il faut lâcher, justement, et commencer à aller vers les voies qui nous font du bien, ou qui on sent plus de facilité. Et effectivement, on peut reprogrammer notre ADN et du coup rallonger nos télomères avec des belles pensées. Et en étant altruiste. Voilà, quand on fait du bien aux autres, et ben on a une émotion. C'est ça, parce qu'en fait, ça fait tellement du bien de donner de l'amour à quelqu'un que ça fait du bien à notre corps. Et le fait qu'on retient cet amour et qu'on ne peut pas le partager, ça nous crée plein de problématiques. Une chose aussi à ne pas faire, c'est d'avoir peur, parce qu'on vit dans un monde en ce moment où la peur est présente. Et oui. Alors j'ai compris une chose il n'y a pas longtemps, parce qu'en comprenant la biochimie, en fait, qu'est-ce qui donne la confiance ? C'est l'amour de nos parents, c'est l'ocytocine qui est capable de redonner la confiance. Et quand on est aimé, surtout de nos parents au départ, et ben on a une confiance dans la vie parce qu'on se sent soutenu en fait. Donc ça active l'ocytocine qui donne la confiance. Ok, mais ceux qui n'ont pas été aimés dans l'enfance, alors comment ils font ? Et c'est dur au départ parce qu'ils ont des blessures et du coup ils doutent et du coup c'est pas évident. Donc c'est un apprentissage de s'aimer aussi, de pardonner.
à ces parents qui n'ont pas pu donner ce qu'il faut. Ou qui ont donné, mais dont l'enfant n'a pas senti. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui pensent que leurs parents n'étaient pas aimants, et en vérité... Mais parce qu'il y a ça s'appelle le condition d'amour. Si le parent ne pense pas comme moi je pense, et qu'il ne m'aime pas. Alors que c'est pas vrai, parce qu'on est sur d'autres fréquences. Hein. Si on parle de quantique, d'autres fréquences, d'autres ondes, et puis on n'a pas le même âge. Donc, en plus, les parents, quand ils n'ont pas réglé des choses par rapport à leurs trois parents, donc moi c'était le cas avec ma maman qui m'a aimée, qui a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle croyait en la médecine cartésienne, elle croyait pas du tout en mon ressenti, parce que ça lui faisait forcément peur. Et du coup, j'ai pas pu partager toutes mes richesses avec elle, mais en tout cas, si le moment où elle est morte, j'ai pu, je pense que c'est là qu'elle a eu le déclic en lui parlant. Mais avant, ça a été dur. Elle a lutté son esprit cartésien, à lutter. Hein. mais voilà, c'est ce conditionnement. Et moi aussi, je croyais que ma mère m'aimait pas parce qu'elle n'était pas en accord avec la manière dont je pensais. Ou toi, tu n'étais pas en accord avec la manière... pas du tout en accord avec la manière dont elle pensait, c'est réciproque. Voilà, mais en fait, j'ai réalisé que ça n'empêchait pas l'amour. Non, parce que l'amour, il est partout. L'amour est universel, il est authentique, il est grand. Donc, ton livre 33 clés pour s'émerveiller, Christine Giria, aux éditions Nouvelle Terre. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de très important dont je ne t'ai pas posé de questions? Alors, le plus important, c'est que c'était de redonner espoir, redonner confiance aux gens que malgré tout ce qui se passe, là, je redonne vraiment des bases scientifiques qui nous fait du bien, en parlant déjà du système immunitaire, en parlant de la nature, comment on peut juste marcher dans la nature pour décharger nos tensions. Comment notre ADN en fait est donc un alchimique pour un transmutateur pour notre guérison aussi, avec l'aide des biophotons qui est vraiment, comme dit Fritz Albert Popp, on est des êtres de lumière, et c'est vrai vraiment au niveau scientifique. Et donc souvent on voit la vie avec maintenant nos regards, on va dire, de la médecine, et en fait quand tu commences à comprendre le quantique, tout change, tout bouge, et tu vois, et tout peut se transformer en un instant, parce que rien n'est figé en fait. Et à partir de là, quand tu commences à comprendre que ta vie peut changer en un instant parce que tout bouge, c'est quand même énorme. Dans le livre, en fait, je parle que effectivement, moi, ce qui a été incroyable, c'est que là, actuellement, il y a, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on me dit qu'il y a des 1% de gens qui essayent de nous gouverner, qui sont peut-être pas très dans l'axe, on va dire, mais nous on est 99%. Dans le cerveau, on nous parle du cerveau, et en fait on nous dit que 2% du cerveau, en fait c'est une communication synaptique. Mais la vraie communication du cerveau, c'est 98% des neurotransmetteurs. Oui, puis elle n'est pas dans le cerveau. Hein. Non, mais c'est les neurotransmetteurs. Je sais pas si tu as vu cette femme qui vit avec un cerveau pratiquement pas de cerveau, et elle a des capacités. Alors ça, c'est l'intrication quantique. Elle a grâce au biophotons. Voilà. Mais je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo, la nana, elle a pratiquement pas de cerveau. Mais ça, justement... Mais elle est plus intelligente que son mari, elle a un QI supérieur. Et parce que ça, c'est grâce, justement, ça prouve que le quantique existe, c'est grâce... Donc ça, j'en parle dans mon livre de Karl Pribram, qui parle du cerveau holonomique. Grâce à ces biophotons, justement. Oui, et puis quand on s'en va de l'autre côté, on se rend compte qu'on a encore une conscience. Mais parce qu'elle est connectée à la lumière du champ informationnel. Et qui va, en fait, il suffit d'une information qui va justement recréer toute l'information qui arrive, en fait. Donc ça, c'est l'intrication, en fait. Et c'est formidable de comprendre ça. Et donc voilà, je voulais parler, donc je parle de tout ça. Oui, mais, donc si on a une conscience qui est holographique, c'est-à-dire qui est à l'extérieur du cerveau, ce qu'on voit... à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. On n'est pas séparés, on est connectés. Mais quand on part de l'autre côté, on se rend compte que tout est quantique. Voilà, que c'est à l'extérieur. Enfin, que c'est... Oui, c'est à l'extérieur. D'ailleurs, quand je te regarde, là, quand je pense, en vérité... Essayez de vous poser la question, où est votre conscience? Est-ce qu'elle est vraiment bloquée dans le cerveau? Ou est-ce que finalement votre conscience, elle n'est pas tout autour? Parce qu'en même temps que je te parle, je vois le chat, je sais s'il pleut, voilà. Alors ça, c'est la proprioceptivité. C'est-à-dire qu'on a le cerveau qui est donc un organe émotionnel qui structure la réalité, finalement, la perception de la réalité. Mais nous, on est là pour s'incarner, pour vivre l'intégration de l'information.
Parce que là-haut, en fait, les informations, elles passent, mais pour intégrer l'information, il faut la proprioceptivité. Il faut en fait les capteurs du corps qui va permettre que quand tu touches, en fait, tu vas intégrer l'information dans la matière, comment il est, ou dans l'expérience. Et on est là pour expérimenter, en fait, et intégrer l'information par l'expérimentation grâce donc au corps qui est la proprioceptivité, donc propre à soi, donc peut-être notre sixième sens qui est notre premier sens, puisque l'ADN du corps, de toutes les cellules du corps, va permettre donc de capter l'information extérieure aussi, et donc c'est pour ça qu'on a ce champ informationnel qui est notre champ, on va dire ce plasma, j'appelle ça un peu plasma énergétique de notre conscience. Oui, mais justement, on peut peut-être jouer, on a toujours peur que on nous envoie des ARN messagers ou des choses comme ça, mais est-ce qu'on ne peut pas justement... est-ce qu'il ne peut pas y avoir des choses qui arrivent plutôt de l'extérieur pour nous programmer autrement? Alors, puisque le cerveau n'est pas que dans la tête. De toute façon, s'il y a du graphène, c'est déjà conducteur. Et à partir de là, comme il y a déjà des ondes au niveau cérébral, ça fait déjà interface cerveau-machine. Forcément. Donc même si on essaye avec des ondes, on va dire il y a des ondes néfastes extérieures, même si on essaye de mettre des ondes néfastes pour nous limiter, ou nous fait, j'appelle ça une IA noire, donc des informations négatives, si on en prend conscience, et si on travaille l'amour, pourquoi l'amour? Parce que l'amour, il y a quand on travaille vraiment l'amour de soi, on incarne avec les hormones un bouclier en fait. En fait, parce que c'est le cœur qui manifeste la matière, c'est les hormones, l'ocytocine, c'est pas pour rien qu'on a des enfants avec les hormones, c'est vraiment les hormones, c'est ça que j'ai compris. Et l'ocytocine, l'amour va manifester la matière. On manifeste plus dans l'amour que dans la pensée, où il y a beaucoup de gens qui ont une construction en fait de croyances, et en fait tout ça, quand c'est pas réel, ça ne dure pas. L'amour est permanent. L'amour, c'est la permanence. Regarde Jésus avec le linceul de Turin, les biophytons sont imprégnés le linceul parce qu'il avait un amour, et l'amour est permanent. Et on est là pour ascensionner. Donc c'est cette on onde... est là pour retourner dans la source. Oui, mais je veux dire, ces ondes-là sont tellement minimes par rapport à notre potentialité. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait justement de tout ça sur Terre? Finalement, t'es contente d'être redescendue quand même. Oui, mais là, moi aujourd'hui, je peux dire qu'on est bien plus puissant que tout ça. Ils vont essayer, ils essayent, ils font plein de trucs, et on est toujours là, d'accord? Parce que qu'est-ce qui nous tient si c'est pas l'amour, si c'est pas notre reliance? Et maintenant, il y a des plantes, il y a plein de choses qui peuvent en fait, juste des antioxydants avec du zinc, ça va activer une enzyme, il fait que le graphène, il va partir. C'est tout simple, en fait. Il s'est retrouvé confiance en lui. Ou la 20G, après les 20G, on s'en fout. J'ai entendu 20G. Moi, je sens les électros, je suis trop sensible, je les sens les ondes. Mais une fois que j'en ai conscience et que je les sens, je me dis, je me laisse aller. Je me dis, je les laisse, comme une énorme émotion qui arrive, je les laisse pénétrer, sortir. Basta. On est là pour, en fait, le toucher ostéopathique, quand il est fait avec douceur, on appelle ça la transduction. Et cette transduction, c'est quoi? C'est que tu alchimises en fait le côté mécanique en biochimie. Tu transformes, et c'est avec la douceur et l'amour que tu vas alchimiser en fait le corps. Et les symptômes et les gens qui ont mal, c'est un signal pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on a peur, là, avec tout ce qui nous arrive, c'est comme si on a peur. On est comme dans une sidération, et tant qu'on n'a pas la solution, et on garde cette peur. Mais une fois qu'on comprend qu'on peut lâcher cette peur, parce que on est 99%, on est plus nombreux, les gens sont en train de se réveiller, on est plein de gens qui sont réveillés. Tout ça, ça permet le grand réveil en fait. Et aujourd'hui, effectivement, la médecine va complètement changer, parce qu'on n'est plus une médecine physique ou alchimique au niveau biochimique, mais quantique.
et au niveau quantique, c'est elle qui alchimise le plus, en fait. Oui, et tout peut se transformer rapidement. Ça va mettre un temps à basculer, mais ça basculera, c'est clair. Mais c'est en train de basculer. On a plein de solutions qui arrivent. Merci beaucoup, Christine Giria. Allons vers cette nouvelle terre et vers les 33 clés pour s'émerveiller. Merci beaucoup. Merci à toi.